Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que je suis bien en direct. Je suis donc venue vous parler de ce thème pas évident. Pourquoi dans sa vie professionnelle, pourquoi il est si difficile de changer? Alors, je vais attendre quelques secondes, voir si vous me rejoignez. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour que nous puissions échanger sur ce thème. Vie professionnelle, mobilité, reconversion, changement pro, dans l'activité dans laquelle vous êtes pour aller vers une autre activité. Je vous propose de répondre à cette question, pourquoi il est si difficile de changer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Bombardieri-Roquier. Je suis accompagnatrice, formatrice et consultante, et en particulier spécialisée dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Donc changements qui peuvent intervenir dans votre vie professionnelle à toutes les étapes de votre vie professionnelle, qu'il s'agisse d'une évolution, d'une promotion ou d'un désir de, comme je le disais, peut-être de reconversion professionnelle ou de réorientation professionnelle. Alors, j'ai eu envie de partager ce sujet avec vous aujourd'hui parce qu'en fait, c'est véritablement ce qui, la plupart du temps, est vécu comme un frein, comme un obstacle, ce changement qui va occasionner effectivement des modifications dans votre vie professionnelle et souvent d'ailleurs dans votre vie privée. Donc, j'avais envie de commencer par peut-être partir d'une brève définition de ce que ça signifie le changement, de ce que c'est que le changement sous toutes ses formes. Quand on parle de changement, il est important de comprendre qu'on parle d'un processus de passage en fait d'un état A à un état B. Alors je vous donne un exemple. État A, ce serait par exemple, je suis aujourd'hui dans une situation de démotivation par rapport à mon travail, je me sens de moins en moins concernée, de moins en moins motivée par mon travail, et j'aimerais bien passer dans un état B qui serait retrouver du plaisir au travail, retrouver de l'enthousiasme dans mon travail. Autre exemple, je suis carrément dans une situation d'ennui. Je m'ennuie carrément déjà dans mon travail. J'avoue que je n'ai plus de stimulation du tout dans ce que je fais dans mon activité professionnelle. État A. État B, ce serait de dire j'aimerais bien qu'il y ait du changement pour que je puisse retrouver un poste qui me restimule, retrouver le goût du défi et retrouver évidemment peut-être me sentir à nouveau challengé. Je vous donne un troisième exemple également, mais je pense que ça commence à se clarifier. Imaginons que vous êtes aujourd'hui état A dans un environnement professionnel qui est de plus en plus pesant, de plus en plus tendu, de plus en plus stressant, parce qu'il y a des organisations, des désorganisations et des réorganisations peut-être en cours ou prévues, et que vous ne l'appréhendez pas très bien tout cela. Et imaginons que vous ayez envie d'arriver justement à un état B qui serait pouvoir retrouver un environnement professionnel apaisé, beaucoup plus accueillant et dans lequel vous allez vous retrouver davantage. Eh bien, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, à partir du moment où vous vous engagez dans un processus de changement, cela va signifier que vous allez vous engager dans une dynamique de modification de cet environnement. Que cet environnement soit, j'allais dire, sur un plan organisationnel, ou qu'il s'agisse d'un environnement qui va avoir des effets sur un plan plus individuel. En fait, ça m'amène à vous dire que pour faire simple, merci à la personne qui vient de me rejoindre, merci beaucoup d'être là. Ça m'amène effectivement à
vous aider à distinguer en fait deux grands types de changements. Le premier type de changement, vous l'aurez compris, c'est quand il intervient sur le plan organisationnel. Donc c'est un changement qui va toucher votre structure, c'est un changement beaucoup plus global qui va concerner une approche un peu plus systémique, comme on dit. Et puis il y a un deuxième grand type de changement qui, lui, va agir directement sur vous. Ce sont les changements de type individuel. Là, effectivement, les modifications qu'il va être nécessaire d'apporter, elles vont vous concerner directement. Donc qu'il s'agisse d'un changement de type organisationnel ou d'un changement de type individuel, dans tous les cas de figure, il y a un dénominateur commun qui est que vous allez devoir passer par un processus psychologique d'apprentissage qui va impliquer l'adaptation de nouveaux comportements, l'adaptation de vos comportements actuels et sur un plan individuel au nouveau contexte que vous visez. Moi, je pourrais vous donner à titre d'exemple quand j'ai décidé de quitter le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien j'ai dû faire face aussi évidemment à un certain nombre d'épreuves, de craintes, de doutes, de peurs, et j'ai décidé à ce moment-là que j'allais accepter de me remettre dans un processus d'apprentissage de nouveaux comportements. Voilà. Et je suis sûre que ça vous parlera pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à un moment donné à vivre une transition sur un plan professionnel. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est le troisième point que j'ai envie d'échanger, d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est que tout est question de perception en fait quand on parle de changement. Pourquoi c'est si difficile de changer? Parce que c'est d'abord une affaire individuelle à géométrie variable par rapport à des perceptions. Et j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que seul le changement perçu compte, en fait. C'est votre perception qui va changer dans le processus d'apprentissage, de modification ou pas. Alors, les changements, ils sont plus ou moins perçus comme étant soit des opportunités, soit des contraintes, selon l'impact qui est généré sur le système de référence de chacun. Selon les valeurs que vous avez, selon les expériences de vie que vous avez cumulées jusque-là, selon les savoir-faire qui sont les vôtres, vos habitudes et bien sûr vos savoir-être, vous allez vivre le changement, ce futur changement, comme une belle opportunité de découvrir de nouveaux apprentissages et de découvrir justement des univers inconnus, ou au contraire comme véritablement une contrainte. En tout cas, c'est ce processus psychologique qui peut conduire parfois à une véritable remise en cause identitaire qui peut être difficile à accepter pour certains. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons commencer à entrer dans ce qu'on appelle les résistances. Voilà. Pourquoi il est si difficile de changer? Parce qu'on va activer, la plupart du temps, pas toujours, mais chez la plupart des personnes, des phénomènes de résistance. On va entrer en résistance. Alors juste si on s'accorde quelques secondes sur la définition scientifique, j'ai emprunté au registre de la physique. La définition d'une résistance, c'est quoi? C'est une qualité par laquelle un corps résiste à l'action d'un autre corps. Voilà. Il y a une histoire de corps qui résistent à un autre. En fait, dans la vie de tous les jours, on a des tas de résistances, et une résistance, c'est une force qui s'oppose au mouvement. Donc c'est important de comprendre qu'effectivement, on est quand même à l'origine de ces résistances-là. Et donc par rapport au changement, quand on est en résistance au changement, eh bien, je pense qu'il faut faire attention, ça n'est pas une simple histoire d'inertie. Il y a peut-être parfois des personnes qui ont tendance à penser que lorsque on entre en résistance au changement, c'est parce que, je ne sais pas,
on est un peu en mode passif, on se sent un petit peu responsable d'une inertie, etc. C'est un petit peu plus complexe et subtil que ça, me semble-t-il, et c'est pas uniquement un frein aux évolutions. C'est pas qu'on est anti-modernité ou anti-évolution quand on se sent dans des résistances au changement. En fait, ça signifie, moi je pense qu'il faudrait vraiment accorder beaucoup plus d'importance à pourquoi ça coince, pourquoi ça bloque. Eh bien, parce qu'il y a une phase de maturation qui est absolument nécessaire. Moi, je le vois tous les jours dans les personnes que j'accompagne et les organisations aussi. Phase de maturation absolument nécessaire pour que chaque individu eh bien, puisse comprendre ce qui lui arrive. On a besoin de comprendre les changements qui nous concernent, le pourquoi vraiment profond de ce changement avant d'agir en conséquence en fait. Et j'ai presque envie de dire même que pour agir, on a besoin et réagir, on a besoin de comprendre les raisons, les bonnes raisons du changement. En particulier quand ces raisons-là, quand on est dans une entreprise, quand on est dans une collectivité, que ces changements, et on a le sentiment qu'ils nous sont imposés, qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent comme quelque chose de contraint. Alors j'ai repéré qu'il y avait 5 grandes étapes de réponses possibles, de réponses individuelles au changement. Je vais vous les évoquer rapidement, mais en tout cas, sachez que ces étapes-là, ce sont aussi quasiment les mêmes processus par lesquels on passe quand on est dans du changement plus global, plus systémique, plus organisationnel. En tout cas, sur le plan individuel, la première étape qu'il est nécessaire de connaître et d'appréhender, j'ai presque envie de dire d'apprivoiser pour ne pas se victimiser par rapport au changement ou se culpabiliser, c'est l'étape du déni. Elle est quasiment, comment dire, inévitable quand on rentre en résistance au changement. Cette étape de déni, vous savez, c'est lorsque l'on refuse de comprendre que le changement est sans doute nécessaire. On n'accepte pas ce changement pour plein de raisons que je ne développerai pas là, mais on entre effectivement dans une phase de déni. Donc, on refuse de comprendre d'une manière ou d'une autre. La deuxième étape, c'est l'étape de la colère, la révolte. Là, on va entrer dans une phase de résistance qui va se manifester par une certaine forme de colère. Par exemple, on va accuser son manager, parce que si au fond il est nécessaire de changer, eh bien c'est forcément de la faute à quelqu'un. Donc on va accuser son manager, on va accuser son employeur, on va accuser le système dans lequel on est, l'environnement, en lui trouvant évidemment beaucoup de défauts qui peuvent être vrais, hein, attention, hein, je ne discute pas ça, mais en tout cas, on va rentrer dans cette espèce de phase dans laquelle on va chercher des responsables. Voilà. Avant peut-être de se mettre la caméra sur soi et de regarder un petit peu pourquoi on est en situation de blocage par rapport au changement. Donc phase 2, colère, révolte. Phase 3, on va entrer dans une étape qu'on appelle le marchandage. Le marchandage, c'est, vous savez, quand on va tenter de négocier pour réduire les pertes qui sont attendues ou les pertes qu'on suppose en fait, parce qu'on fait des hypothèses sur ce que l'on risque de perdre si on s'engageait dans le changement. Parce qu'en fait là on est vraiment dans de l'irrationnel tant que ça n'a pas été démontré, prouvé, etc. Donc on va essayer de négocier, c'est ce que j'appelle le si alors. Je vous donne un exemple. Si j'accepte de changer certaines données dans ma mission ou dans la façon dont je déroule mes tâches et mes activités dans mon travail, alors en échange, vous employeur, vous manager, j'aimerais bien que vous m'accordiez ceci ou cela. Donc on va rentrer dans une espèce de marchandage qui n'est pas forcément très efficace, on va dire, sur le plan de la constructivité, quoi. C'est pas forcément très constructif à ce moment-là.
La quatrième étape, pardon, c'est lorsque là, alors ça s'aggrave un petit peu plus, cette résistance au changement, elle se muscle davantage. Et là, on va rentrer dans une étape de dépression, voire de résignation. Vous savez, on baisse les bras en fait. C'est le fait de dire de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, voilà, je me résigne, hein, je me résigne. Alors, dépression, ça peut être aussi des moments où on va être plongé dans des sentiments négatifs, dans des pensées négatives, et on va se nourrir en fait de cette négativité-là. Pas toujours consciemment d'ailleurs, hein. Et enfin, la cinquième étape, c'est seulement là que l'on rentre dans une phase d'acceptation en fait, d'acceptation du besoin de changer. Là, on intègre le changement et on rentre, on quitte le marchandage dans lequel on était précédemment et la résignation pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus constructif. On va entrer dans le compromis, qui est très différent du marchandage. Le compromis, c'est un petit peu comme si, quelque part, vous aviez compris que ce changement, c'est peut-être un mal pour un bien, mais que vous allez focaliser davantage sur le bien, c'est-à-dire ce que vous avez à y gagner. Vous d'abord personnellement, et puis peut-être au sein de votre équipe, au sein de votre organisation. Donc là, on va finalement accepter de vivre ce changement beaucoup plus comme une véritable opportunité. En tout cas, là, on aura changé de lunettes et on aura une perception qui nous permettra de nous dire que oui, c'est le temps du changement, mais que ce n'est pas un changement subi. C'est que là, je commence à comprendre pourquoi ça peut être utile, ça peut être bon, ça peut être essentiel pour moi dans ma vie professionnelle d'accepter ce changement. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que de toute manière, quelle que soit l'étape où vous en êtes peut-être là aujourd'hui, il y a entre chaque étape la nécessité d'acquérir des apprentissages en fait, hein, de développer à chaque fois ce processus psychologique que j'expliquais tout à l'heure d'apprentissage nouveau, d'accepter l'idée d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles données, justement pour réussir ce changement et agir sur vos comportements. Ça va nécessiter à chaque étape de franchir des marches supplémentaires. Voilà. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. J'avoue que là, je ne vois pas bien si vous êtes là ou pas. Donc si vous avez moyen de me faire un petit coucou pour me le signaler, ce serait sympathique. Voilà, je vous en remercie. Alors je vais terminer par en vous glissant trois clés en fait pour peut-être accepter plus sereinement le changement. Et ces trois clés, elles sont un petit peu invariantes, aussi bien pour ce qui est des changements de type individuel que des changements de type organisationnel. La première clé, on pourrait dessiner ça comme des escaliers avec une première marche, une deuxième marche et une troisième marche. Moi, je me la suis, cette démarche-là, je me la suis symbolisée de cette façon-là. La première marche, la première clé, si vous voulez, c'est le sens que vous allez donner à ce changement. Moi, j'ai résumé ça, et souvent c'est ce que je partage avec les personnes que j'accompagne, les vraies bonnes raisons. Merci Rosen, ça y est, je vois que ça réagit et que tu es bien là. Merci beaucoup. Donc je disais, la première clé, la première marche, c'est le sens que vous allez donner en fait à ce changement, à cette nécessité de changement pour vous. C'est ce que j'appelle moi les bonnes raisons, les vraies bonnes raisons profondes de changer. Pas la raison qui consisterait à dire je ne supporte plus la tête de mon collègue ou j'en ai marre de ce type de management ou cette organisation est complètement pourrie et je veux en sortir. On peut l'entendre, c'est pas un souci, mais ça n'est pas ce que moi j'appelle une vraie bonne raison de changer. Ça c'est de la fuite, c'est de l'évitement, ça n'est pas une vraie bonne raison de changer par rapport au sens que vous avez envie de donner à votre changement. C'est ce qu'on appelle aussi le portage. Il est nécessaire que ce changement il soit porté par vous à titre individuel et s'il s'agit
d'un changement plus organisationnel, eh bien, ça va être le portage politique par les élus dans une collectivité et le portage managérial de ceux qui pilotent l'organisation pour ceux qui sont dans une entreprise privée. Deuxième marche, deuxième étape, deuxième clé pour accepter plus facilement le changement et le vivre plus sereinement, je résumerai ça en un mot, c'est la communication. Ça veut dire que c'est la nécessité de poser des mots en fait, de s'exprimer sur cette nécessité de changement, d'avoir un espace où vous allez pouvoir vous exprimer, partager votre parole, être entendu, être écouté, être compris sur pourquoi ça vous titille, pourquoi ça résiste, pourquoi c'est compliqué pour vous et pourquoi vous auriez des vraies bonnes raisons de le faire. C'est absolument nécessaire. Moi, je ne vois que ça dans les changements réussis, en tout cas. Une transition professionnelle réussie, quelle qu'elle soit, c'est une transition qui va pouvoir être parlée, qui va pouvoir être partagée, qui va pouvoir être communiquée. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir une personne de confiance ou des personnes de confiance autour de vous. Alors bien sûr, c'est là où nous, les professionnels de l'accompagnement, nous intervenons pour aider évidemment à passer ce cap-là, mais ça peut être aussi avoir des amis fiables, on l'espère, et à l'écoute, c'est d'avoir des personnes ressources auprès de vous qui vont pouvoir aussi dans un premier temps vous aider à poser une parole sur sur tout ce qui tourne autour de ces peurs du changement. Et puis la troisième clé, la troisième marche, c'est la participation. Ça veut dire qu'effectivement, pour réussir un changement et le vivre sereinement et efficacement, il est absolument nécessaire que vous soyez acteur et actif, que vous soyez partie prenante en fait, partie participante de ce changement en fait. Donc ça revient effectivement, il y a des formules assez classiques, hein, être acteur et auteur de son devenir professionnel, de son changement. Moi je l'utilise volontiers, cette expression-là, j'ai envie de dire carrément être entrepreneur de sa vie quoi, tout court, et en particulier de sa vie professionnelle. C'est d'avoir la main, c'est d'avoir le pilotage, donc c'est de participer activement et de ne pas laisser d'autres vous imposer des changements, mais de décider vous que c'est le changement ou les changements que vous souhaitez et que c'est absolument profitable pour vous, pour votre bien-être, aussi bien sur un plan professionnel que sur un plan personnel. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce temps court mais volontairement synthétique. Merci à toi, Rosen, d'avoir suivi en direct. Vous aurez la possibilité d'avoir ce replay sur mon blog cbrconseil.fr et également sur cette page pro. Je mettrai le lien aussi si vous voulez directement aller voir sur mon blog. Vous avez la possibilité aussi de me contacter si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin dans l'étude de votre situation et voir comment éventuellement je peux vous aider. Rosen, si tu peux dire éventuellement un mot sur ce que je viens d'évoquer. Est-ce que ça te parle, ces histoires de changement qui sont assez difficiles à appréhender si tu es toujours là? Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça t'aura apporté quelques éclairages. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Alors, l'idée, c'est qu'il y aurait potentiellement une suite. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur tous ces sujets-là. Donc, peut-être que les personnes qui vont regarder le live, eh bien, si en replay, si vous avez envie que je puisse vous proposer une suite, moi j'avais pensé à un autre thème qui serait comment agir pour aller sereinement vers un changement qui serait plus choisi à partir des il y a trois phases aussi d'un processus de changement réussi pour rentrer peut-être un petit peu plus dans, entre guillemets, la méthodologie, je vais l'appeler comme ça. En tout cas, si ça vous a intéressé, eh bien partagez, parlez-en autour de vous et puis dites-moi en commentaire si vous trouvez du sens à ce que je vous propose une suite à ce sujet.
Voilà. Merci Rosen, merci à tous ceux qui regarderont en replay. Merci pour vos échanges futurs. Et puis, bien, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, protégez-vous, soyez prudents. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures avec Corinne. C'était en direct, Corinne Bombardier-Requier. Bye bye, ciao ciao.